Tadam! Bonjour à toutes et à tous. Tout ce que vous venez de voir, 13 €. J'ai fait un vide maison et j'étais dans un endroit où la personne elle proposait 1 € le livre et 5 € le coffret de DVD et 2 elle m'en a offert. Voilà. Donc, désolée, je filme dans la salle de bain parce qu'il fait chaud partout. Je n'en peux plus, il fait tellement chaud, sachant que je filme cette vidéo le 15 septembre et il fait très chaud. Je sais plus comment m'installer, j'en ai marre. J'ai tellement chaud. Donc je vais commencer par les poches, je vais commencer comme ça vient parce que de toute façon, en fait, si je refais tout ce tas, bah, ça va être très long. Je vais laisser la pyramide telle qu'elle est posée. Et on va commencer par les poches et je vais vous présenter tous les résumés de livres, comme à chaque fois. Donc tous les 4e de couverture. Si vous n'êtes pas intéressé, vous savez qu'il y a des chapitres, vous pouvez toujours passer au livre suivant pour voir chacun des bouquins que j'ai rapportés à la maison. Ils sont tous quasiment en super bon état, sauf certains, ils sont un peu jaunis ou bien un petit peu marqués. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Donc j'ai pris les livres de chez Pocket. Il y en a pas mal ici d'ailleurs. Il y a Folio, Pocket et livre de poche. Voilà, si on allait les séparer au moins comme ça, peut-être Folio, livre de poche et Pocket. Voilà, on va faire ça. On va commencer donc par Pocket. Jean Chalon, chère Marie-Antoinette. J'adore tout ce qui concerne Marie-Antoinette. En très bon état, un petit peu jauni, certes, mais on dirait que c'était un livre qui n'a jamais été lu, qui était posé sur l'étagère. Nous sommes un peu moins à 500 pages ici. Lorsqu'en 1770, Marie-Antoinette arrive à Paris, elle n'a pas 15 ans. Des fêtes splendides sont données en son honneur. Le peuple s'incline devant la future reine. 23 ans plus tard, elle est condamnée à mort et exécutée. 1771-1793, l'aube est la fin d'une vie qui commence comme un conte de fées et s'achève un cauchemar. Que connaissons-nous de Marie-Antoinette? Ce que l'histoire avait daigné mentionner, sa frivolité, sa légèreté, ses excès. Nous découvrons ici une femme généreuse, terriblement séduisante, mais aussi une étude historique passionnée qui éclaire enfin l'une des figures de l'histoire de France les plus controversées. Voilà, ça donne envie de découvrir ce bouquin. Ensuite, j'ai pris un thriller de Shane Stevens, Au-delà du mal. C'est un gros pavé, hein. En fait, je pense que ce qui m'a poussé, déjà c'est l'état. J'aime bien l'état, il est en très bon état. Et puis la recommandation de Stephen King, je le recommande sans réserve. Et on a aussi Avis et Atmosphère. Cette œuvre bouleversante et intense, unique en son genre, constitue une des plus fascinantes plongées du roman noir dans les ténèbres de l'âme humaine, inoubliable. Là, il y en a plus de 800 pages, je crois, et c'est ça, on n'est pas loin de 900. À 10 ans, Thomas Bishop est placé en institut psychiatrique après avoir assassiné sa mère. Ça commence bien. Il s'en échappe 15 ans plus tard et entame un périple meurtrier particulièrement atroce à travers les États-Unis. Très vite, une chasse à l'homme s'organise. La police, la presse et la mafia sont aux trousses de cet assassin hors norme, remarquablement intelligent, méticuleux et amoral. Les destins croisés des protagonistes, en particulier celui d'Adam Kenton, journaliste dangereusement proche du meurtrier, dévoilent un inquiétant jeu de miroir jusqu'au captivant dénouement. C'est ce jeu de miroir qui m'a attirée, donc on va voir. Ensuite, je vais passer au livre de poche. Donc, il y avait celui-ci, en super bon état. Donc là, on est à un tout petit peu plus de 105 pages. Donc, Karen Vigers, ou Karen Vigère, je sais pas, La maison des hautes falaises. Traduit de l'anglais Australie par Aude Carlier. Hanté par un passé douloureux, Lex Henderson part s'installer dans un petit village isolé sur la côte australienne. Il tombe très vite sous le charme de cet endroit sauvage où les journées sont rythmées par le sac et le ressac de l'océan. Au loin, il aperçoit parfois des baleines, majestueuses. Elles le fascinent. Peu de temps après son arrivée, il rencontre Calista, artiste passionnée, mais dont le cœur est brisé. Attirés l'un par l'autre, ils ont pourtant du mal à laisser libre cours à leurs émotions. Parviendront-ils à oublier leur passé respectif et à faire de nouveau confiance à la vie? Dans la lignée de la mémoire des Embruns, un livre tout en finesse, véritable ode à la nature,
et à son admirable pouvoir de guérison. Qu'est-ce que ça veut dire dans la lignée de la mémoire des Imbrins? J'espère que c'est pas une saga. Ou c'est juste dans le même style que ce livre? Non, non, c'est juste... c'est le même auteur qui a écrit La mémoire des Imbrins et Le murmure du vent. Du vin. Du vent. Le murmure du vent. Voilà. Tu mal avec ce mot. Donc ici, on a la vie de Nathalie VI, Avantage, un merveilleux roman d'amour secoué par la houle des sentiments et les vents contraires de la vie, une pure merveille par Gérard Collard, librairie La Griffe au Noir. Bon, à voir, hein, je suis pas trop descriptif, mais bon, on verra bien. Pierre Bellemare ensemble avec Jean-François Namia, survivront-ils? 45 suspense où la vie se joue à pile ou face. Vous savez comment j'adore Pierre Bellemare? Voilà, celui-là, il a bien vécu, hein, il est bien jaune, il est marqué, mais c'est Pierre Bellemare, c'est excusable. 410 pages. Il s'appelle Vladimir Komarov, Jean Vincent Don, Davy Croquette, Roger Bossé, Roberto Canessa. Connus ou inconnus, ils ont tous un terrifiant point commun. Un jour, en mer, en montagne, à la guerre, dans l'espace ou ailleurs, ils se sont trouvés confrontés à une situation de danger extrême. Certains s'en sont sortis, d'autres n'en sont jamais revenus. Rescapés ou victimes, ils sont 45, dont l'aventure fait froid dans le dos. Cathy Fiscus, la gamine de 5 ans, tombée à 30 mètres de profondeur dans un tuyau de 40 cm de large. Antonio González et Milton Verdi, tous deux fils de milliardaires, perdus en Amazonie avec des dollars plein les poches. Carolina Mabungo, obligée d'accoucher seule sur la branche d'un arbre lors des inondations catastrophiques de Mozambique. Et Bouna Wadé, un jeune Sénégalais qui décide d'émigrer clandestinement en France dans le train d'atterrissage d'un avion. Survivront-ils? La réponse est au terme de cet récit haletant où la vie et la mort se jouent à pile ou face. Elle dépend parfois de la résistance, de l'ingéniosité, du courage des héros de ces aventures, mais elle est le plus souvent et le plus simplement le résultat de la chance. Ça promet. Et puis on va passer au folio, il y en a 3. Donc j'ai pris Lolita de Vladimir Nabokov, à mon regret ou pas. Je ne connais pas du tout ce livre, alors qu'elle est super connue, c'est un classique. Donc c'est juste pour cette raison que c'est un classique, il vaut mieux peut-être le connaître, même si je pense que ça sera pas forcément mon truc. Bah, je l'ai pris. J'ai envie de le découvrir. Je ne sais pas si je le lirai en ligne parce que est-ce que ça va pas être un peu bizarre. On verra bien. Donc, ce livre, il est à 105 pages. Oh là là, c'est bien dense, dis donc. Voilà, traduit de l'anglais par E.H. Kahn. Voilà. Donc, Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme, Lolita. Le bout de la langue fait 3 petits bonds le long du palais pour venir à 3 cogner contre les dents. Lolita. Elle était l'eau le matin, l'eau tout court, 1,48 m en chaussettes, debout sur un seul pied. Elle était Lola en pantalon, elle était Dolly à l'école, elle était Dolores sur le pointillé des formulaires, mais dans mes bras, c'était toujours Lolita. On verra. En tout cas pour la ligne, en ligne. Moi toute seule je le lirai, ça c'est sûr, mais en ligne on verra bien. Après celui-ci, je suis réellement tombée sur le charme, j'avais trop envie de le lire. Je suis désolée, j'ai tellement mal au dos d'être assise comme ça par terre. Ah mais cherchez la lumière et la fraîcheur surtout. Ah, quand on se colle au carrelage, ça va pas du tout. Dans les archives secrètes de la police, 4 siècles d'histoire, de crimes et de faits divers, sous la direction de Bruno Fuligny. Donc folio, hein. Même la couverture, elle est un petit peu... elle fait appel. Ah, regardez, c'était au soutien de fondation, de la police, enfin de commissariat, je sais pas, ouais, en tout cas il y a des insignes. Hein. Et donc, il est en super bon état. Ah ouais, ça doit être intéressant parce qu'il y a même un style de statistiques et des tableaux là. Ah ouais,
Ah, j'aime bien tout ça, moi. D'accord, d'accord. Ah, je pense que ça va être super intéressant. Ah, j'ai trop envie de le lire. 150 pages. Je vous lis la 4e. Pour la première fois, la préfecture de police a accepté d'ouvrir ses archives. De l'assassinat d'Henri IV à mai 68, ce livre raconte 4 siècles de dossiers brûlants. Il plonge dans la grande histoire Ravaillac, Louis XVII, Ravachol, la résistance, la guerre d'Algérie, mais aussi dans le monde de la pègre, des marginaux et des courtisanes. Écrit par 46 auteurs, dont Pierre Assouline, Jean-Pierre Azéma, Jean Lacouture, Pascal Horry, Jean Tullard, Michel Greenock, il fait revivre les affaires criminelles qui ont passionné les Français, Landru, Violette Nozière, Petiot, et dévoile les secrets d'artistes et d'écrivains comme Hugo, Verlaine, Rimbaud, Colette ou Picasso. Les rapports de police rédigés dans un constant souci de précision décrivant tour à tour le drame, la passion ou l'insolite donnent à ce livre une force prodigieuse. Ça donne envie. Qui c'est sur la photo là? Est-ce qu'on a cette explication? Non. Ah si, je crois que c'est marqué. Photo, préfecture de police, tout droit réservé. Donc c'est une fiche anthropométrique d'André Soudy, l'un des membres de la bande Abono, avril 1912. La coupe... Et donc encore folio Soif, La Soif de Jonas Beau. Franchement, il faut que je vérifie. J'ai l'impression que je l'ai, mais elle m'en l'a offert, donc je l'ai pris. Mais j'espère que je l'ai pas, quoi. Alors, voyons voir. Ah oui, je l'ai déjà, c'est pas vrai. Heureusement qu'elle me l'a offert, hein, parce que, bon, bah, je voulais quand même la 4e. Hein. L'inspecteur Harry-Hole, thriller La Soif. Donc, une enquête de l'inspecteur Harry-Hole, traduit du norvégien par Céline Roman-Monnier. Une jeune femme est assassinée après un rendez-vous pris sur un site de rencontre. Les violentes marques de morsures dans son cou laissent les enquêteurs sans voix. 2 jours plus tard, le corps d'une autre utilisatrice de ce site est découvert, mutilé de la même façon. Pour le chef de la police, un seul homme peut identifier ce tueur, mais Harry Hole, libéré de ses démons et heureux avec son épouse, s'est promis de ne plus mettre les siens en danger. Malgré tout, un détail de cette affaire l'intrigue, comme un écho d'une enquête classée depuis longtemps. Le destin le place face à un dilemme. Mener une vie paisible et tirer un trait définitif sur son passé ou arrêter enfin le seul criminel qui lui a échappé et qui continue de le hanter. Donc ici on a l'avis de Le Monde, Abel Mestre, le Norvégien revient avec une enquête palpitante comme une carotide. Les enquêtes de l'inspecteur Harry Hole, donc vous avez ici l'homme chauve-souris, les cafards, rouge-gorge, rue sans souci, l'étoile du diable, le sauveur, le bonhomme de neige, le léopard, le fantôme, police et la soif. Et en fait c'est la dernière enquête. C'est comme d'habitude, moi j'ai rien, sauf la dernière. Je ne sais pas si il faut vraiment suivre, il faut que je regarde ça. Mais apparemment, il y a tout ça. Oh là 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 là, dans quoi je me suis encore embarquée. Oh. Il faut que je lise déjà son tout petit livre pour voir si le style de son écriture me plaît. Si ça me plaît, bah, je vais voir s'il faut absolument suivre le cheminement de ses sorties ou pas. Si c'est le cas, on verra. Je vais peut-être m'en acheter d'autres. Ensuite, bah, j'ai pris ces DVD-là. 5 €, elle m'avait dit. Bon, en fait, elle était là toute seule en train de discuter sur des prix. Moi, j'ai rien du tout négocié. J'ai négocié rien du tout. J'ai juste demandé quel était le prix. Elle m'a dit, oh bah je sais pas, 10 €. Et puis elle me regarde et j'ai rien dit. Ah bah c'est peut-être un peu cher, 5. Écoute, si tu veux baisser encore, je vais le prendre. Il n'y a pas de souci. Je dis ok, très bien, merci. J'ai encore tout ça à prendre. D'accord. Bon bah voilà, c'était 5. Elle m'a offert 2 bouquins et puis j'ai pris tout le reste. Et bah ça m'a fait 13. Donc ils sont neufs, hein, ils sont emballés, sauf celui-ci. En fait, c'était un déménagement, donc du coup, elle déménageait et vidait tout. Je voulais d'ailleurs voir s'ils sont en bon état, ceux qui sont le DVD qui est ouvert. Je déteste ces boîtiers de DVD, franchement, pour ouvrir. En fait, je casse les DVD. Je sais pas, j'arrive pas à sortir les DVD, jamais. Bon, ça va, un petit peu rayé, mais je pense que ça ira. Je vais pas tout vérifier parce que ça va être chiant à les sortir. Donc c'est Downton Abbey, je sais pas comment on prononce bien, Downton Abbey.
dont tout le monde en a parlé depuis bien longtemps sur les réseaux sociaux et que j'en avais un petit peu ras-le-bol d'entendre parler. Et puis là, je suis tombée dessus et je me dis, bon, bah vas-y, prends-le, au moins tu vas voir ce que c'est. J'ai regardé combien de saisons il y en avait avant de prendre celui-ci. Bon, là, c'est une intégrale de 5 saisons, dont une ouverte et puis les autres, elles sont 9 emballées, encore scellées. Et il existe 6 saisons déjà et je crois que le 7e, soit il s'apprête à sortir, soit il vient de sortir, je me rappelle pas. En fait, plus je me recule, plus je me cogne avec cette barrette là. Mais si je reste vraiment collée à la caméra, ça va être trop près. Donc j'ai trop envie de voir ce que c'est. Apparemment, je crois qu'il y a des bouquins aussi. Mais bon, je sais pas si j'ai vraiment envie de lire les livres de ce style, mais regarder le film, j'aimerais bien. Donc, contient les 40 épisodes de la série, 4 épisodes spéciaux et des heures de bonus exclusifs. Bon, les bonus, on s'en fout un peu, on regarde jamais. Je sais d'ailleurs pas si mon conjoint va regarder avec moi, mais moi, en tout cas, j'aimerais bien regarder. Il faut juste que je trouve le temps, peut-être qu'en tricotant, que je regarderai ça. Et enfin, il nous reste 3 derniers livres. Ce sont des livres au format broché de toutes les éditions, des éditions différentes. Donc, je vais mettre une catégorie générale pour format broché. Et là, on va retrouver des choses assez sympathiques. Donc, celui-ci, il n'est pas en super bon état, mais on s'en fout pour 1 €. Bon, mais c'est vrai qu'il a bien vécu quand même, le pauvre. Édition Albin Michel. Nous avons ici à peine plus de 200 pages. Laurence Mouille-Farine et Philippe Collin-Olivier, La fortune au grenier. Vous êtes peut-être millionnaire sans le savoir. Donc, un cendrier adjugé, 4 millions de francs. La coupe où s'écrasaient les cigarettes s'avérait être une pièce unique de galet. Un dessin de Chardin qui servait 2 cibles à fléchettes dans la chambre d'un enfant. Pile dans le mille. 6 millions de francs. Un bout de papier qui n'était autre qu'un exemplaire original de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Record absolu, 2 millions de dollars. On peut être fortuné sans le savoir et sans rien connaître aux antiquités. Les trésors se dénichent dans les greniers, leurs cachettes préférées, mais aussi dans les cantines d'école, les salles de bain, les usines, les tiroirs secrets d'un meuble, les écuries. Philippe Collin-Olivier et Laurence Mouille-Farine nous racontent d'étonnantes découvertes. Ces récits de la réapparition de 29 objets précieux constituent autant de contes de faits réels qui donnent envie de descendre à la cave ou de filer au garage au cas où. Philippe Collin-Olivier est romancier et Laurence Mouille-Farine est journaliste. Responsable de la rubrique consacrée aux collectionneurs dans Madame Figaro, Laurence Mouille-Farine a déjà publié L'art de chiner aux éditions Albin Michel. Je me demande si c'est vieux parce que les francs, de quand ça date? 2001. Et pourquoi c'est des francs? Ah oui, c'était encore des francs en effet. C'était la fin des francs. Parce que c'est à ce moment-là que je suis arrivée en France et c'était quasiment la fin des francs. Ensuite, je ne suis pas une grande fan de Woody Allen, mais sachant que c'est un grand homme, un grand personnage aussi, en quelque sorte. Donc j'ai décidé de prendre le livre le concernant. Soit dit en passant, aux éditions Stock, et traduit de l'anglais États-Unis par Marc-André Ville et Antoine Cazé. Nous avons ici un peu plus de 500 pages, enfin 535. L'état, il est comme ci, comme ça, mais enfin c'est assez intéressant de connaître un petit peu sa vie. Donc né en 1935, je vous avoue plutôt peut-être la vie avec ses femmes, parce que c'est assez bizarre des fois des histoires qu'on entendait dire le concernant. Donc, né en 1935 à Brooklyn, Woody Allen commence sa vie professionnelle à l'âge de 16 ans en rédigeant des gags pour différents journaux de Broadway, avant d'écrire pour la radio, la télévision, le théâtre, le cinéma et le New Yorker. Il quitte ensuite la solitude du bureau de l'écrivain pour devenir humoriste dans divers nightclubs, puis le célèbre réalisateur que l'on sait. D'un soit dit en passant, Woody Allen revient sur 60 ans de carrière cinématographique, auréolé de nombreuses récompenses nationales et internationales, mais aussi sur ses relations avec sa famille, ses amis et les femmes de sa vie. Sur un ton souvent désopilant, d'une honnêteté absolue, plein d'intuitions créatives mais traversé de perplexité, voici le récit d'une icône américaine qui vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans oser le demander. Woody Allen est écrivain, réalisateur et acteur. Il a été humoriste et comique. Il vit dans l'Upper East Side à Manhattan avec Sun Yi.
sa femme depuis 22 ans et leurs 2 filles, Manzi et Béchette. Ou Béchette. Beckett. Beckett, non, peut-être Béchette. Béchette. C'est un passionné de jazz et de sport. Pour reprendre ses propres mots, il regrette de n'avoir jamais réalisé un seul grand film, mais il continue à essayer. Et enfin, le tout dernier, aux éditions Pygmalion, Bertrand Meyer-Stablet, foudroyé par le destin. Sissi, Grace et Diana. Tadam! Ça m'a donné trop envie. Des belles femmes, des femmes connues, enfin célèbres, avec la destinée assez malheureuse. Et j'avais envie de connaître un petit peu. Il est assez gros ce livre. On a aussi quelques photographies de ces belles femmes. Et très bien qu'il n'y en a pas trop de photographies parce que j'aime pas quand il y a trop d'images dans les livres, sauf si c'est pas un livre de contes. Et donc ici nous avons pas loin de 900 pages quand même. Hein. Donc 3 femmes, 3 destins romanesques, 3 morts tragiques. Du conte de fées à la tragédie, ces figures belles et rebelles, cœurs solitaires et âmes exaltées, on inscrit à jamais leurs petites histoires dans la grande histoire. Elles ont connu les affres de la solitude et le besoin impérieux d'être authentiquement aimées. Elles semblèrent comblées comme Luther à promo pour préserver leur liberté. Quelles femmes se cachèrent derrière le masque officiel offert à la face du monde? Et pourquoi la fatalité s'acharna-t-elle sur elles tout au long de leur vie pour finir par les tuer brutalement? C'est bien triste, hein? Bertrand Meyer-Stablet, je l'avais appelé comment? J'espère que je l'ai bien prononcé au départ. Bertrand Meyer-Stablet est l'auteur de nombreuses biographies sur les mythes féminins traduites en plusieurs langues. Ah bah tiens, ça pourra m'intéresser s'il y en a d'autres. Ça dépend sur quelle femme. Et ça a été écrit quand déjà? Ah, c'est quand même énorme, hein. On va parler que de 3 femmes et c'est déjà 900 pages à peu près. Donc c'est à peu près 300 pages par femme au final. Donc ça a paru la première fois aux éditions Pygmalion en 99. D'accord. Et donc du même auteur, du coup, là, on a ici des biographies de Grace, concernant les femmes, hein, les dames de l'Élysée. Après, il y en a plein d'autres. Hein. La princesse Margaret, Caroline de Monaco, Edwina Mountbatten, la véritable Jackie Kennedy, Bernadette Chirac, la véritable Grace de Monaco, la véritable Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, par contre, ça m'intéresse. Margaret d'Angleterre, Milena Mercury, duchesse de Windsor, Ingrid Bergman, je l'aime beaucoup, Princesse Soraya, Sophia Loren aussi, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, oh bah le soleil s'en va, Greta Garbo, Gala Dali, bah dis donc, véritable Diana, Maria Callas, l'impératrice indomptée Sissi, Ava Gardner, Comtesse Tolstoï, waouh. Marie Laurencin, Majesté, c'est pas pour une femme, ça, 12 couturières qui ont changé l'histoire. Françoise Sagan, Le tourbillon d'une vie. Et après, c'est 12 muses qui ont changé l'histoire. Et après, il y a pas mal d'écrits sur les hommes aussi, bien évidemment, mais je voulais voir les écrits sur les femmes, puisqu'on parle des femmes ici. Voilà, j'espère que ce book haul, qui était finalement assez gros, vous aura plu. J'espère que ce n'était pas assez brouillon parce que je vous avoue, j'ai essayé de trouver la meilleure place possible avec la meilleure luminosité, mais il fait tellement chaud et c'est impossible de trouver un endroit frais. Donc voilà, pensez à vous abonner, à activer les cloches de notification, mettre les pouces à haut, pensez à me dire dans les commentaires quel est de ce livre votre préféré, si vous l'avez lu, pas lu, si ça vous donne envie de le lire, ou quel livre vous avez envie de lire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention. Ciao.